Dans ce podcast, je vais vous parler d'une éventuelle relation entre Agua et Calidae et la cité fantôme de Rodé. Je vais donc revenir sur les thèmes du dossier archéologique de Rennes-les-Bains et sur la question du temple anonyme de Gaulle. L'objectif de ce podcast n'est pas de répéter les vidéos, mais plutôt de présenter une synthèse de ces éléments de manière à les interpréter dans le cadre de la problématique de Rodé. Je ne m'étendrai donc pas sur les références, citations et descriptions de ces éléments, et ceci de manière à ce que le discours soit plus fluide. Retrouvez donc les détails dans mes vidéos et profitez de ce podcast comme d'un résumé qui permet de raccorder ces éléments. Je profite de cette introduction pour remercier ceux d'entre vous qui me font un don de temps en temps, car comme vous le savez, vos dons me sont d'un grand soutien pour pouvoir continuer à partager ce travail sur YouTube. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, le trésor de Rome serait un secret. Le secret d'une cavité que l'on appelle résidence divine, d'un lieu dans lequel un dieu vivant habite. Les Égyptiens l'avaient nommé Amon, c'est le caché, l'inconnaissable. Amon au nom multiple, c'est le dieu qu'on ne représente pas. Les Hébreux l'avaient nommé Yahvé, Jéhovah, Adonai, ou encore le nommaient-ils par le tétragramme. Son nom est ineffable, il est caché comme Amon. Aujourd'hui, le sanctuaire ou la cité qui abritait la résidence de cette divinité universelle n'est plus qu'un mythe car il a disparu de la réalité. On n'en retrouve la trace ni à Thèbes en Égypte, ni dans la Jérusalem contemporaine. Que sont devenus la Thèbes des rois et la Jérusalem céleste ? La grande révélation de l'énigme de Rennes-le-Château, c'est que ces cités mythiques ne seraient qu'un seul et même lieu dont le souvenir a été transféré par une déformation de l'histoire. Ce que les judéo-chrétiens ont appelé Sion, c'est aussi une vieille Thèbes. Toute la magie de ce monde, c'est que cette Thèbes originale est alignée avec les étoiles. Elle possède sa carte d'identité astronomique, et comme je l'ai souvent expliqué, c'est dans la manifestation d'un phénomène astronomique qui a lieu cycliquement à la date du 17 janvier que l'on retrouve les paramètres qui permettent de localiser cette cité dans l'Eurasès, quelque part aux alentours de Rennes-les-Bains. Si l'énigme de Rennes-le-Château est liée à Saint-Sulpice et au méridien de Paris, c'est justement parce que ce méridien est un outil astronomique qui désigne précisément l'axe d'observation correspondant à l'emplacement de cette plus vieille cité du monde. Si je vous raconte ça, c'est pour vous présenter l'importance de cette cité qui apparaît et disparaît, qui est à la fois céleste et divine et souterraine. Mais aussi parce que si le mythe de la Jérusalem céleste trouve ses origines dans l'Eurasès, cela signifierait que ce lieu est celui des vestiges du temple de Salomon et de l'Arche d'Alliance, et que dans ce contexte, les Visigoths ne pourraient y avoir emmené le trésor de Rome par hasard. Cela signifierait plutôt qu'ils se seraient rendus dans le Rasès pour s'en emparer. Quoi qu'il en soit, dans cette perspective, le butin du sac de Jérusalem finit par se retrouver à Rodé, et c'est comme si le trésor du temple de Salomon était revenu sur son site d'origine. Si Rodé est mystérieuse, il est encore plus intriguant que cette cité renommée par les Celtes disparaisse totalement de l'histoire pendant la période romane, alors que les Romains avaient conservé le nom de la région, Pagus Redensis. Et dès la chute de l'Empire romain, marqué par le sac de Rome en 410, Rodé réapparaît dans l'histoire. Comme je l'ai dit dans le podcast précédent, le trésor de Rome serait avant tout le secret de cette cité perdue, car cette cité compromet l'histoire de Rome elle-même. Ce qui permet de faire le lien, c'est la définition même de l'ancien Latium, qui est aussi le lieu de l'entrée des enfers. Le Latium tire son nom de latere, se cacher, en raison du fait que Saturne, tombé du ciel, se cache sous la terre du Latium. Tout cela rappelle bien Thèbes et son dieu caché, ou rappelle encore le mythe de la Jérusalem céleste,
puisque le palais de Saturne est aussi le tombeau de l'âge d'or. Autrement dit, le Latium est une terre qui possède le pouvoir symbolique de Sion, mais aussi de la terre de Thèbes, qui est le terreau des alchimistes. Or, les Latins sont ceux qui tirent leur nom du Latium, et Latinus, le premier roi des Latins, habitait dans une citadelle énorme, garnie de trophées de conquêtes prestigieuses, alors que les Latins n'étaient qu'une tribu qui n'avait jamais rien conquis. Le fait que cette terre s'appelait Laurente ou Troie ramène le thème de la cité perdue au cœur de l'histoire du Latium, car ceci expliquerait que Latinus et sa tribu avaient emménagé dans une cité grecque abandonnée. Et comme la Sibylle le confia à Énée dans la 6e Énéide de Virgile, je cite, « La première voie du salut, chose que tu n'imagines guère, te sera ouverte par une ville grecque. » Et justement, c'est un héros troyen qui arrive en ces lieux pour épouser la fille de Latinus. Il s'agissait d'Énée. Donc, il y a dans ces mythes de quoi se poser des questions sur le concept d'une Troie retrouvée, ou du moins d'une cité prestigieuse et très ancienne. La réflexion que j'apportais dans le podcast précédent était la suivante. Et si les Romains, arrivant en Gaule, avaient découvert les temples perdus d'Albe la Longue, ou encore les restes très proches de cette Troie dans laquelle Latinus et sa tribu avaient aménagé? Eh bien, c'est ce que je vais vous raconter dans ce podcast, car s'il n'existe aucune trace de Rhodes sous l'occupation romaine, c'est sans doute tout simplement parce que les textes qui en parlent se confondent avec Rome, comme c'est le cas pour chaque civilisation ayant occupé la cité disparue. S'il n'y a aucune information directement liée à Rhodes, les Romains avaient bâti Aguae Calidae sur le site de l'actuel Rennes-les-Bains, et quelque part, il est possible de deviner la présence de Rhodes au travers des anomalies d'Aguae Calidae. La connaissance que nous avons aujourd'hui d'Aguae Calidae se limite à deux choses. D'une part, il y a les témoignages archéologiques sur les mises à jour qui ont eu lieu entre le XVIe et le XIXe siècle. Et d'autre part, il y a la cartographie romaine qui certifie l'existence, la localisation et le nom de la cité. C'est d'ailleurs grâce à la cartographie romaine que l'on se rend compte qu'Aguae Calidae s'était d'abord appelé Ad Centuriones, qui signifie « vers les centurions ». Ce nom de ville pose question, car il résonne plutôt comme un quartier militaire réservé aux centurions, ce qui signifie à l'élite. Bien sûr, on ne peut pas fonder une théorie sur la simple interprétation d'un nom de ville pour expliquer son histoire. Mais il est plutôt intriguant que ce nom donne l'impression d'un établissement au départ militaire, évoluant en station thermale prestigieuse. Finalement, c'est une étape normale de colonisation que de construire d'abord des casernes et fortifications avant d'amener les colons. Mais dans le cadre d'Aguae Calidae, qui se trouverait très proche d'une cité secrète, cette présence de centurions renforce l'idée qu'il y avait là quelque chose à défendre ou à surveiller de plus qu'ailleurs. Selon mon intuition personnelle, l'époque de Ad Centuriones aurait été marquée par des chantiers destinés à transformer les sites souterrains de Rhodes en un coffre-fort inviolable. Le principe aurait été d'en réduire les accès et d'en dissimuler les entrées, à l'exception de quelques passages bien gardés, tandis que certains sanctuaires, ceux qui se trouvent le plus en surface, auraient été réhabilités. Le lieu des centurions serait devenu une cité prestigieuse centrée sur l'activité thermale et minière, mais sans doute aussi sur l'activité de ses temples. Après 3 siècles d'histoire, Aguae Calidae était devenue vétuste, et on peut envisager que la cité thermale ait connu des restaurations sous la période de Constantin au cours du IVe siècle. Mais moins d'un siècle plus tard, la cité fut détruite par un incendie, probablement dans le contexte des premières invasions wisigothes entre 406 et 408. 2 ou 3 ans après la destruction d'Aguae Calidae, les troupes d'Alaric Pierom
avant de venir s'installer sur une redée fantôme, bien proche des ruines d'Agwaé Kalidae. Les découvertes archéologiques qui ont eu lieu à Rennes-les-Bains entre le XVIe et le XIXe siècle sont significatives. On a retrouvé de nombreux objets de la vie courante, poteries, tuiles, mais aussi des statuettes et fragments de statues, des monnaies et médailles et autres traces d'une occupation romaine. Toutefois, ces découvertes révèlent un certain prestige car il y a des mosaïques, mais encore des marbres d'importation. On a retrouvé aussi des bâtiments, c'est-à-dire des maisons, mais aussi un bassin de marbre. Il semble que l'on parle d'une cité assez étendue, au moins égale au village actuel, puisqu'on parle de découvertes à la source de la Reine et à la source du Cercle, qui se trouvent à l'entrée et à la sortie du village actuel. Les découvertes aux sources de la Reine sont particulièrement intrigantes, car on parle de bains semblables à ceux de Rome. Ces bains avaient été découverts bien avant le XVIIe siècle, et il est probable qu'ils aient fait l'objet d'une étude à l'époque de leur découverte, car leur connaissance ne se limite pas seulement aux piscines ou bassins, car on parle aussi des parties techniques et des canalisations. Ce sont donc des bains prestigieux, avec marbre et mosaïque, mais il est précisé qu'ils sont égaux à ceux de Rome, comme s'ils avaient été comparés. Je pense que les bains de Rome seraient ceux d'Agrippa, construits à partir de l'an 25 après Jésus-Christ, sous Auguste, et il est envisageable que les bains d'Agwaé Kalidae aient été construits à la même époque, puisque c'est aussi la période à laquelle Agwaé Kalidae a cessé de se nommer Ad Centuriones. Peut-être même que ces bains ont été pensés par le même architecte, et l'on ne s'en surprendrait pas, car le prestige de la cité est palpable en raison de la noblesse des matériaux et de la décoration, mais encore parce que parmi la quantité de médailles et de monnaies répertoriées par l'abbé Delmas, de nombreuses médailles sont marquées de noms de famille ou de titres prestigieux. Agwaé Kalidae était fréquenté par des nobles et des hauts fonctionnaires, et parmi les médailles retrouvées figure la famille des Julia. Cet infime détail prouve que la famille de Jules César lui-même se trouvait à Agwaé Kalidae. Et à ce propos, Christian Doumergue nous a expliqué que Claudia Procula, l'épouse de Ponce Pilate, aurait été originaire d'Agwaé Kalidae. Il est dit qu'elle est originaire de la cité des Rhodones, et il y a une confusion entre les Rhodones en tant que peuple du nord de la Gaule, duquel la ville de Rennes tire son nom. Mais l'étymologie de Rhodone peut s'entendre aussi comme un dérivé de Redé, et d'ailleurs, Rennes-les-Bains et Rennes-le-Château tirent aussi leur nom de cette racine. L'épouse de Ponce Pilate était donc originaire, soit de l'actuelle Rennes en Bretagne, soit de l'actuelle Rennes-les-Bains dans l'Aude. Mais Ponce Pilate est une figure légendaire des Corbières et l'on y trouve son tombeau, on ne peut donc que supposer que Claudia Procula était bien originaire d'Agwaé Kalidae. Cet épisode serait à mettre en lien avec le passage de Marie-Madeleine en Gaule, et dans cet ordre d'idées, je pense que l'église de Rennes-le-Château n'est pas un monument dédié à Marie-Madeleine et à Sillon par hasard. En osant s'aventurer dans l'idée que le site du mont Sillon original se trouve là, il semblerait logique que la dépouille du Christ, ou que quelque chose en rapport avec la lignée messianique, revienne à cet endroit. De la même manière que pour le trésor de Jérusalem qui serait revenu à son lieu d'origine, quelqu'un de la lignée davidique serait revenu à Sillon pour y être inhumé. Après tout, on retrouve dans l'évangile de Nicodème une prophétie qui disait que l'arche d'alliance avait pour vocation de devenir l'ossuaire du Christ. Pour conclure sur les différents aspects qui ressortent de cette approche d'Agwaé Kalidae, mon ressenti est que la station thermale romaine est marquée d'une aura de mystère et d'intrigue. Je pense que cette cité fréquentée par les élites a été la sentinelle d'une redée voisine. Agwaé Kalidae aurait été une couverture, une sorte d'occupation stratégique dont le but aurait été de couver discrètement les trésors historiques et architecturaux de la cité secrète. Un autre thème intrigant dans l'histoire de Rennes-les-Bains est celui des grottes. Aux sources de la Reine,
On avait découvert une grande quantité de coquilles d'huîtres et de coquillages, et on avait supposé qu'il s'agissait de matériaux utilisés pour la décoration de grottes. Or, on n'a pas retrouvé de grottes dans le secteur. Pourtant, en 1633, Guillaume Cattel disait que l'on pouvait voir à Rennes-les-Bains une grande quantité de mines, mais aussi de grandes cavernes. L'idée de grandes cavernes est encore présente dans le voyage à Rennes-les-Bains de la Bruisse-Rochefort, mais que sont devenues ces cavernes aujourd'hui? L'abbé Delmas, à qui l'on doit énormément d'informations sur l'archéologie de Rennes-les-Bains, avait consigné les monnaies et médailles rapportées par les paysans. Il s'interrogeait sur le fait que ces pièces pouvaient provenir peut-être de cérémonies de triomphe ou peut-être du rite funèbre romain. Pour ma part, je n'ai pas d'explication, mais à Rennes-les-Bains, il est aussi question d'une grande quantité d'urnes funéraires, que l'on retrouve en divers endroits et parfois en masse. Ces urnes intriguaient le supérieur d'Antoine Delmas, car elles n'étaient pas romaines, et il se demandait à quelle civilisation elles appartenaient. Dans l'une d'elles, un cure-oreille décoré d'un croissant avait été découvert parmi la cendre. Tout ça pour dire qu'avant les Romains, une civilisation liée au symbolisme du croissant, qui brûlait ses morts et qui se curait les oreilles, enterrait ses morts à Rennes-les-Bains. Parmi les vestiges découverts à Rennes-les-Bains, il y a 3 indices qui ne sont pas négligeables, car ils permettent d'établir un lien avec le thème de la cité fantôme. Le premier est une dalle gravée sur laquelle apparaît le nom de Pompée, qui pourrait avoir un rapport avec les trophées de Pompée, qui selon Strabon se trouverait proche du mont Pyrénées. Le second indice permettant d'établir un lien avec une cité fantôme, c'est les correspondances qui sont manifestes entre le site de Rennes-les-Bains et celui du temple anonyme de Gaulle. Le troisième lien est bien antérieur aux Romains et concerne la découverte massive de haches de pierre qui peuvent présenter un lien avec une identité territoriale. Analysons maintenant ces indices séparément. Une pierre gravée se trouvait aux sources de la Renne. Cette pierre porte le nom de Pompée. Or, à Allais-les-Bains, également près de la source, avait été placée une pierre gravée au nom de Pompée. Pour ma part, je ne pense pas que le hasard a placé ces pierres gravées près des sources, mais plutôt quelqu'un animé de l'intention de signaler quelque chose. Dans le diocèse d'Alais, les sources thermales se trouvent à Alais et à Rennes-les-Bains, et donc c'est un peu comme si quelqu'un avait voulu que l'on se rappelle du nom de Pompée dans le contexte de ce diocèse. La dalle qui se trouvait aux sources de la Renne a été déplacée, et l'on sait qu'elle s'est trouvée dans le bureau du supérieur d'Antoine Delmas, où elle était exposée sur un piédestal dans le presbytère, avec les statuettes romaines découvertes à Rennes-les-Bains. Ceci suggère que cette pierre gravée avait une certaine importance pour le curé de l'époque, et d'ailleurs, Antoine Delmas a livré quelques réflexions à son sujet. Delmas suppose que cette épitaphe provient d'un monument, et il avance l'idée qu'il s'agisse d'un mausolée construit par Pompée IV, le père de Pompée le Grand, pour inhumer ses meilleurs officiers tombés lors d'une campagne en Ibérie. Bien qu'il existe plusieurs mentions de l'existence de cette pierre gravée chez les historiens, on la retrouve déjà mentionnée par Guillaume Cattel en 1633, et Antoine Delmas, qui avait l'objet sous les yeux, est le seul à préciser qu'il y avait un laurier gravé sur le revers de la pierre. Selon Louis Fédier, l'épitaphe de Rennes-les-Bains et celle d'Alais, qui mentionnent toutes les deux le nom de Pompée, seraient de la même facture et du même auteur. Fédier suppose alors que le Pompée en question était un riche propriétaire terrien. Mais selon moi, le symbolisme du laurier serait plus approprié à un militaire qu'à un fermier. Et justement, depuis l'Antiquité, plane dans la région un grand mystère sur les trophées de Pompée, car ils sont indicateurs, sur base de la géographie de Strabon, de la présence du mont Pyrénées et aussi de la position oubliée de la frontière antique. En l'occurrence, il s'agit des trophées de Pompée le Grand. À première vue, la dalle de Rennes-les-Bains semble plutôt évoquer Pompée IV,
Mais on pourrait interpréter la mention « ami de Jules », ce qui le rapporterait plutôt au grand Pompée. La dalle d'Allais-les-Bains, quant à elle, mentionne que ce Pompée est curator templi, ce qui peut signifier beaucoup de choses. On pourrait aussi relier la notion de trophée avec les médailles que Delmas imaginait provenir de cérémonies de triomphe. Et bien que l'identité de ce Pompée, duquel on parle dans le diocèse d'Alais, n'a pas livré son mystère, il me semble certain qu'une main bienfaisante a placé ces fragments de stèles aux sources thermales de Rennes-les-Bains et d'Allais-les-Bains, comme pour que le nom de Pompée ne soit pas oublié dans ce diocèse tellement particulier. Rennes-le-Château et Rennes-les-Bains n'ont pas le seul point commun de s'appeler Rennes. Dans les églises de ces deux villages se trouve la même phrase gravée dans la pierre « In hoc signo vinces ». On a l'impression d'un hommage au culte à Constantin, mais personne ne comprend pourquoi. Il y a pourtant une explication très simple. La biographie de Constantin a été conservée grâce à un texte nommé Panégyrique de Constantin Auguste ou Panégyrique de 310 en raison de sa date de rédaction. Dans ce texte est relatée la célèbre vision de Constantin qui a laissé la phrase « In hoc signo vinces ». Mais cette biographie raconte aussi la première vision de Constantin qui, dans un mystérieux temple de Gaule, avait rencontré un dieu vivant qui lui avait fait des présages. C'est très étrange, car on parle d'un temple qui est qualifié de plus beau temple du monde, on parle d'une cité attenante à ce temple, et pourtant, cette cité et ce temple sont totalement inconnus en Gaule. Les historiens ont nommé ce sanctuaire le temple anonyme de Gaule, et de nombreuses spéculations ont eu lieu quant à sa localisation. Si les églises des deux Rennes présentent un hommage à Constantin, il se trouve aussi que les caractéristiques de la cité du temple anonyme de Gaule correspondent à la perfection avec Rennes-les-Bains. Tout d'abord, il y a la présence de sources thermales, qui sont plusieurs, chaudes et froides, mais surtout potables et curatives. C'est un premier point commun important, car ce ne sont pas des caractéristiques courantes. Ensuite, le temple anonyme de Gaule se trouve près d'une frontière de la Gaule, ce qui est exactement le cas de Rennes-les-Bains, situé en bordure de la frontière ibéro-celtique, même si la véritable position de cette frontière est incertaine aujourd'hui. Encore, la cité en question se trouve proche d'une voie romaine, ce qui est le cas de Rennes-les-Bains. Et pour conclure, il se trouve que Rennes-les-Bains présente les restes d'une cité romaine, mais surtout, il est dit dans le Panégyrique que la cité est une antique cité qui se vantait jadis d'être la sœur de Rome. Or, les vestiges de Rennes-les-Bains interrogent parce qu'on y trouve des bains semblables à ceux de Rome. Pour moi, il ne peut pas y avoir de doute. Rennes-les-Bains correspond à la perfection avec la cité attenante au temple anonyme de Gaule. D'autant plus que le texte du Panégyrique nous emmène bien sur la piste de l'énigme de Rennes-le-Château, à la redécouverte de Sion, car si le temple anonyme de Gaule est la résidence d'un dieu vivant, alors il s'agit forcément d'une résidence divine. Le dieu en question n'est pas nommé, mais il a donné à Constantin le présage de 30 années. Il est donc encore question d'un dieu vivant qui apparaît à des personnages historiques pour leur parler de l'avenir ou de leur descendance. Ce fut le cas pour Jacob, pour Latinus, et maintenant pour Constantin, qui lui aussi fut le fondateur d'une culture ou civilisation qui dominera le monde pour plusieurs siècles, puisque Constantin est le véritable créateur du christianisme. C'est d'ailleurs pour cette raison que le temple anonyme de Gaule n'aurait pas été effacé de l'histoire en ce qui concerne la biographie de Constantin. Tous les autres textes ont été détruits, mais celui-là a été conservé, car il donne à Constantin l'aura d'un personnage qui fréquente les dieux, qui quelque part aurait été élu pour donner naissance à l'Église de Rome. Dans le texte du Panégyrique, l'auteur semble être originaire de la cité du temple anonyme de Gaule, et il en appelle à la bonté de Constantin pour restaurer cette cité qu'il décrit comme devenue vétuste. On y apprend aussi que le temple anonyme de Gaule est un sanctuaire principal, car l'auteur parle de plusieurs temples, et il évoque spécialement Apollon dans le cadre d'une source d'eau bouillante. Un temple à Apollon, là,
juste dans la région dans laquelle les Volques textosages avaient ramené le butin du sac du temple d'Apollon de Delphes. Et si c'était comme pour le trésor de Jérusalem, c'est-à-dire que les objets d'Apollon seraient revenus dans un temple d'Apollon. Il y a donc dans cette affaire de nombreux indices qui ramènent le thème de la cité et du temple fantôme au cœur du sujet. Et je ne pense pas que les hommages à Constantin, exposés dans les églises des deux reines, sont dus au hasard, mais qu'il s'agirait plutôt d'une manière de nous suggérer que le temple dans lequel Constantin s'était rendu se trouve dormant dans les sous-sols de la région. Il y a donc dans cette affaire de nombreux indices qui ramènent le thème de la cité et du temple fantôme au cœur du sujet. Et je ne pense pas que les hommages à Constantin exposés dans les églises des deux reines sont dus au hasard, mais qu'il s'agirait plutôt d'une manière de suggérer que le temple dans lequel Constantin s'était rendu se trouve dormant dans les sous-sols de la région. La notion de zone sacrée n'est pas seulement suggérée par la présence de tombes ou urnes funéraires. La région intrigue aussi par la quantité de haches votives qui y furent découvertes. Et c'est à Rennes-les-Bains que l'on en a découvert le plus, on parle de plus de 1000 de ces objets. Cette particularité archéologique n'a alarmé personne. Mais si l'on met la région en lien avec l'énigme de Rennes-le-Château, il se trouve que le lieu terrible est aussi un lieu dans lequel l'usage d'outils de fer est interdit. Le lieu terrible ou terribilis locus est donc un archétype que l'on retrouve à la fois dans la littérature biblique et dans la littérature mythologique en lien avec le mythe de l'Arcadie ou de Thèbes. Par exemple, on retrouve le lieu terrible dans le livre de la Genèse et dans le livre d'Enoch, mais on le retrouve aussi chez Virgile, qui parle de la grotte de Pan comme d'un lieu qui mettait en frayeur les habitants. Cette figure littéraire, cette identité toponymique, on la retrouve aussi sous la forme d'une tradition présente dans la Divine Comédie ou dans le Songe de Polyphile. Après avoir constaté qu'une tradition littéraire repose sur un principe de balise toponymique, comme le sont le Terribilis Locus ou la Selva Oscura, parlons d'autres toponymes dans le même genre. Il y a par exemple le concept d'un lieu sacré dans lequel le fer ne peut pénétrer. Je propose de revenir sur le mythe de Cadmu, car il exprime Thèbes à l'époque des Grecs. Cadmu était un Phénicien, et il découvrit un antre profond dans lequel se trouve une source gardée par un dragon qu'il avait combattu et vaincu. Mais cette cavité était la place d'une ancienne cité, jadis florissante. Cadmu bâtit Thèbes en ces lieux, et il y a deux indices qui permettent d'identifier la cité perdue qui précède la Thèbes de Cadmu. Le premier est le détail d'une terre dans laquelle l'usage d'outils de fer est interdit. Or, cette tradition est intrinsèque à la mythologie du temple de Salomon, car dans le livre des rois, il est dit que le temple de Salomon fut bâti en silence. Ceci parce que l'usage d'outils de fer était interdit, et selon le mythe, parce que Asmodée aurait amené des démons qui auraient construit le temple à l'aide de la pierre de Shamir, une pierre magique qui pouvait couper n'importe quel matériau. Là où je veux en venir, c'est que l'énigme de Rennes-le-Château est là pour nous enseigner que Sion se trouve ici. Et quand je dis que l'énigme nous enseigne, c'est parce qu'elle nous dit quelque chose de simple. Mais sans étudier cette chose, il est impossible soit de la comprendre, soit d'accepter son message. Donc, le temple de Salomon avait été bâti dans une région dans laquelle l'usage du fer était interdit, et il se trouve que Rennes-les-Bains se distingue par ses haches de pierre sur lesquelles personne n'a d'explication. Mais le mythe de Cadmu présente aussi un autre paramètre toponymique du site de Thèbes, et c'est un deuxième indice permettant d'identifier le lieu de l'ancienne cité. Il s'agit du Sion, d'une terre dans laquelle la vie renaît, comme ce fut le cas pour les dents du dragon qui semaient, donnèrent vie à des géants. Cet élément toponymique est une résurgence du mythe de Deucalion et Pyrrha, qui avaient, après le déluge,
retrouvait un sanctuaire circulaire pourvu de marches. Sur ce site, ils semèrent des cailloux qui donnèrent naissance à une nouvelle génération humaine. La lecture du mythe de Canmu nous permet de comprendre que Thèbes, qui soit dit en passant est aussi le site de bain, est à la fois Jérusalem et plus anciennement encore, une cité qui était présente avant le déluge et qui fut le lieu de naissance d'une nouvelle génération humaine. De cité fantôme en cité fantôme, l'énigme Et in Arcadia ego nous emmène à la découverte, ou devrais-je plutôt dire à la redécouverte de nos origines et de notre histoire. Pour conclure, ces indices archéologiques nous indiquent que cette région n'est pas n'importe laquelle, et ceci est en adéquation avec l'archéoastronomie. L'énigme de Rennes-le-Château est donc un signal, une balise, qui nous indique qu'une cité se trouve ici, et qu'aujourd'hui encore, elle a le pouvoir de bouleverser le monde. Merci de votre attention. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les détails de ces enquêtes dans mes livres, et si le contenu que je présente vous plaît, vos dons sont les bienvenus pour assurer la production de nouveaux partages. Dans le prochain podcast, je vous invite à une réflexion inédite sur la mythique cité de Pyrène.